Bonjour à tous, bienvenue dans ce direct sur le Focus HPI avec Cédric, le réveil du surdoué. J'espère que vous allez bien. Cédric, si tu me vois, est-ce que tu peux me faire un petit message? Comme ça, je te fais la demande pour participer à ce direct. Bienvenue à tous. Ah bah voilà. Alors, je vais te faire la demande. Accepter. Bienvenue à tous dans ce Focus HPI. Ce soir où vous pouvez nous poser différentes questions avec Cédric, le réveil du surdoué. Bonjour, bonsoir Cédric, est-ce que tu m'entends bien? Je t'entends très très bien, je te remercie. Bonsoir à tous, bonsoir Anne-France. Bah, bienvenue à toi dans ce Focus HPI. Tu sais, quand tu es en direct et que tu es toute seule et que tu n'as personne qui commande quoi que ce soit, tu te dis, est-ce que tout le monde m'entend? Évidemment. Oui, parce que t'as pas le retour, Voilà, effectivement. c'est Bon, ça. C'est ma première question. Est-ce que tu veux qu'on se présente avant de commencer, puis voir un petit peu petit à petit s'il y a des questions qui arrivent? on fait comme d'habitude, effectivement. Alors, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait le Oui, focus oui, HPI. Bon, bah, il n'y a pas de raison apparente, c'est juste que le temps file et on a tous nos activités. tout à Et fait. voilà, donc, tu veux que je me présente? Oui, je t'en prie. Alors, je suis Cédric Sokolowski. Je suis psychanalyste spécialisé dans les fonctionnements potentiels et Asperger. J'ai une école de psychanalyse où je forme des psys. Très bien. Je suis aussi, j'ai une double activité parce que je suis aussi thérapeute quantique et énergéticien. J'allie la psychanalyse, voilà, spécialisée dans le fonctionnement potentiel à l'énergétique de façon à pouvoir réparer les gens dans leur traumatisme. Voilà mon activité. Et sinon, j'ai 46 ans. Sinon, tu as 46 ans. 46 ans. Oh, alors après, je vais dire mon âge, tu vas voir. Alors, à mon tour, à mon tour de me présenter. Bonsoir à tous. Moi, je m'appelle Anne Franchuret. Je suis psychologue, coach et auteur à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Je suis spécialisée en psychotraumatologie, en thérapie comportementale et cognitive, et aussi au niveau des hauts potentiels. Et puis, voilà, je reçois à mon cabinet aussi en téléconsultation. Et mon âge, j'ai 48 ans. Je suis plus âgée que toi. Parfait. On a à peu près le même âge. Non, tout va bien. Alors, en fait, aujourd'hui, on avait décidé la dernière fois qu'on ferait une foire aux questions concernant les fonctionnements potentiels, les problématiques qui peuvent se rencontrer parce que bah, elles sont multiples, bien sûr. Et donc, on est là pour répondre à vos questions. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas eu spécialement de questions qui m'ont été envoyées directement. C'est pas pour ça qu'on ne déviera pas comme d'habitude sur plein de sujets. Ça permet finalement de poser, d'avoir un support de réflexion et de compréhension. Voilà, donc on est ensemble pour une heure et demie. On verra bien de toute manière en fonction de comment ça va se présenter. Et je crois que Anne-France, toi, tu as une question. Voilà, j'avais une question sur en fait la personne elle m'a demandé c'était en lien avec la surréaction, comment elle pourrait faire pour moi surréagir aux interactions sociales quand elle sent qu'elle est submergée par des émotions par rapport à certains mots, certaines choses qu'elle entend et du coup elle surréagit. Voilà, et donc elle se Ah, pose la question comment elle pourrait faire. alors, c'est très intéressant parce que dans surréagir, il y a deux choses. Rien que dans le mot, il y a sur et il y Ouais. a réagir. Donc, on va peut-être expliquer finalement les deux choses parce qu'il y en a une qui est liée au potentiel et l'autre pas spécialement. La réaction, c'est quoi? On va peut-être définir ce qu'est une réaction finalement déjà au départ. Une réaction, c'est lorsque on a une on a quoi? On a une réaction émotionnelle face à un traumatisme qu'on a absorbé ou développé auparavant, qui se sent sollicité par une situation du même ordre. Et donc, du coup, à ce moment-là, on est acculé par la situation et on la subit. On réagit quand on subit une situation pour laquelle on a été victime. Donc, ça s'appelle un traumatisme. Et donc, à ce moment-là, on réagit. Et réagir, c'est tout simplement venir renvoyer tout ce qui nourrit le traumatisme Ouais, à l'extérieur de soi par une réaction émotionnelle. ouais, tout à Voilà. fait. Le processus, ça c'est le processus de la réaction et c'est toujours relié à un traumatisme.
Donc ça, c'est pour tout le monde. Ouais. La particularité d'une personne au potentiel, c'est qu'elle surréagit. Ouais. Elle surréagit, en fait, c'est pas qu'elle surréagit, pour elle, elle ne fait que réagir. Mais en fait, il faut comprendre une chose, c'est quand on est au potentiel, on a une intensité qui est plus importante Ouais. que la moyenne des gens. Donc, ça s'appelle de la surréaction, ce qui est Mm. finalement une réaction à l'échelle d'un haut potentiel. Mm. Et pour tout, le potentiel est plus intense Tout parce bon. que il a plus d'énergie. Hein, Mm. pour être très, très clair, il n'est pas sensible, il est hypersensible, il n'est Ouais. pas émotif, il est hyper émotif, il n'est Mm. pas actif, il est hyper actif. Il n'a pas un trouble déficitaire de l'attention bas, il a un vrai trouble déficitaire de l'attention pour ses Mm. cas. Il est hyper résilient, en fait, il est toujours plus que la majorité des gens. Donc, dans la surréaction, on peut parler d'une réaction, vu que là, on est sur un live sur le potentiel. Donc, comment pallier et comment résoudre une problématique de réaction, du coup, c'est ça la question, je crois. Oui, tout à fait. Oui. Après, bon, je sais pas si la personne, elle avait vraiment compris, comme, comme les personnes qui nous écoutent, hein, la définition de la réaction, en fait. Tu vois, parce que je pense que tout le monde ne pense pas que la réaction est automatiquement liée à un traumatisme qu'on a Pas vécu. toujours. Et toujours parce que si c'est pas de la réaction, ça devient de l'action. Et de l'action, c'est lorsqu'on est conscient de ce qu'on fait. Donc Tout à fait. automatiquement, une réaction, c'est parce qu'on a subi à un moment donné Tout à fait. une situation qui a créé un traumatisme en soi qui Ouais. vient polluer et figer un système de sécurité. En général, c'est un mécanisme de défense. Et Effectivement. celui-ci se sent heurté lorsque la situation ressemble à celle que la personne a vécue auparavant. Et Ouais. donc, c'est ce qu'on appelle une réaction. En fait, comment tu fais toi pour venir justement faire en sorte que la personne Alors, ne soit plus en réaction? moi, tu parles moi en expérience, quand je Ah suis. bah non, mais toi en tant que psychologue. Ah oui, d'accord, ok. Moi, en fait, j'amène les patients à essayer de comprendre déjà pourquoi elles ont surréagi, à noter justement les moments donnés où elles ont surréagi pour essayer de comprendre quel est le lien, qu'est-ce qui a fait dans les mots, dans ce que la personne a verbalisé, qui l'a amené justement à surréagir. Et après, ça lui permet de comprendre d'où ça vient et du coup, par la suite, après, voilà, ça dépend de la personne, parce qu'il y a des personnes qu'elle va rencontrer plusieurs fois, d'autres qu'une seule fois, mais après échanger avec la personne pour parler justement éventuellement de la raison pour laquelle elle a surréagi. Et à partir du moment où la personne elle se sent en sécurité avec l'autre, du coup, la surréaction est plus dosée en fait. Voilà ce que... Oui, c'est exactement ça, bien évidemment. Alors je le dirai avec d'autres mots, hein, bien Ouais. évidemment. Et tu peux Mais le dire avec d'autres mots aussi. Tu aussi. pour venir ne plus réagir ou surréagir, il s'agit de venir comprendre quelle est la source causale de la problématique. Le traumatisme est un résultat d'une source qui a été traumatique. Et la source traumatique, ça peut ne pas être grand-chose, Ouais. mais l'hypersensibilité d'une personne potentielle fait que tout peut être catastrophique. Alors, la moindre petite chose, évidemment, est surinterprétée en général, vu qu'on a dit qu'il était sur plus que les autres. Et donc, il s'agit de remonter à la problématique, à la source de la problématique pour comprendre finalement quel est le point de rupture qui fait que Ouais. la personne a été en action et en réaction. Et ça, c'est le boulot des psys, pour être clair, hein, et de la psychanalyse, bien Ouais. sûr, que de venir remonter à la source causale de la problématique qui a fait que ça a vrillé et que la personne s'est sentie à un moment donné heurtée, polluée et qui s'est sentie violée. Je me permets de poser ce mot et le démocratiser parce que les viols ne sont pas que sexuels, ils peuvent être on peut totalement être investi et pénétré par une autre personne par ses émotions et les potentiels le savent très bien. Hein, se faire pénétrer émotionnellement par l'énergie de l'autre qui est ainsi traumatique Ouais. parce qu'il n'y a pas de consentement. C'est pour ça que j'utilise le mot viol. Ouais. Et donc à ce moment-là, tout viol, quel qu'il soit visible ou invisible, crée un traumatisme. Et donc, voilà. Et donc, automatiquement, venir voir quel est le point de rupture et surtout faire comprendre à la personne le processus du traumatisme et de la réaction pour qu'elle comprenne finalement d'elle-même à un moment donné pour modéliser ça sur d'autres situations
Ouais. traumatique, parce qu'en général, on n'en a pas qu'une. Et Mm. puis, une personne qui est traumatisée vient accumuler les traumatismes, vu qu'elle est en réaction. Donc, elle crée d'autres traumatismes par l'interaction avec les autres. Et ainsi, ça permet aussi de faire comprendre à l'autre que d'une part, l'autre n'avait peut-être pas spécialement une volonté de nuire à ce moment-là, mais de débriefer de la situation et de prendre la situation avec un autre regard pour conscientiser finalement le fait que, mais qu'il y a un terrain qui peut être traumatique et Mm. ainsi installer plus de sécurité intérieure pour plus, je dirais entre guillemets, s'imperméabiliser face Ouais. à ces énergies extérieures ou ces volontés extérieures qui sont nuisibles. Mm. Perçues comme nuisibles ne veut pas Ouais. dire objectivement nuisibles. Ouais. C'est ça, quoi. Il y a cette notion, ce lien qu'on fait entre enfin, que tu fais aussi que entre la surréaction et le besoin de sécurité du haut potentiel, en fait, dans ces interactions. Exactement. Et ce qui est intéressant à comprendre dans les techniques de détraumatisation, c'est qu'il faut séparer un traumatisme en deux. Toujours. Un Ouais. traumatisme est un résultat Mm. qui a un résultat dans les situations de la vie. Donc, il faut Ouais. séparer la cause de la conséquence. Mm. Toujours. Remettre la cause dans l'explication d'où ça vient et la conséquence, c'est ce que ça produit dans la vie et dans les situations de vie. Ouais. Et donc, le traumatisme, c'est le point qui finalement vient bloquer. Et pour d'éviter un traumatisme, il faut le séparer en deux, la cause et la La conséquence, de conséquence. façon à renvoyer exactement tout. Peut-on poser nos questions? Oui, on est là pour ça. Oui, Bien sûr, et justement. avec plaisir. Parce qu'au bout d'un moment, le traumatisme, moi, j'aurais plus rien à dire. Donc, voilà. Donc, Alors, voilà. Donc, c'est intéressant de venir, pour tous les thérapeutes qui peuvent nous entendre, hein, c'est de venir décomposer le traumatisme en deux, la cause la et la cause. conséquence. Et qu'est-ce qui fait que le terrain a pu être traumatique? Parce qu'une personne qui a la même histoire qu'un autre ne peut ne pas avoir le même traumatisme pour la même Ouais. situation. Donc, quel est le terrain transgénérationnel? Parce que Ouais. ça joue beaucoup, hein, les conditionnements transgénérationnels sur tout ce Ouais. qu'on est. On est aussi un héritage et un résultat. Voilà. Merci, merci Cédric. Alors, toutes les personnes à qui je fais coucou en entendant, n'hésitez pas à poser des questions. Ce soir, c'est la foire aux questions sur le focus sur le haut potentiel intellectuel. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On est là pour vous lire et pour vous répondre ce soir. Alors, si je peux me permettre de continuer du coup le temps qu'il y ait des questions qui tombent, si tu veux bien, parce que j'ai un sujet que j'ai à cœur de pouvoir partager et je vais continuer l'histoire du traumatisme et du D'accord? viol. Le viol, pour ceux qui viennent nous rejoindre, je viens d'en parler d'un point de vue, comment je vais dire ça, large. C'est-à-dire que je considère qu'un viol, c'est lorsque on est pénétré physiquement ou énergétiquement ou émotionnellement par une autre personne sans avoir consenti cette relation, c'est-à-dire se faire pénétrer à notre insu. Et donc, à ce moment-là, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a une émotion dont on ne parle pas suffisamment et qui est fondamentale et qui bloque notre société et le monde et notre personnalité et notre sensorialité parce que, je vais faire une petite parenthèse, parce qu'on demande à tout le monde d'être dans l'instant présent. Ça, c'est une chose. Soyez dans l'instant présent, lâchez prise, vois ce qui se passe maintenant. Mais quand on a été énergétiquement violé, violé physiquement, ça crée un état de sidération qui fait qu'on s'anesthésie et c'est le dégoût qui vient naturellement par les effets naturels imperméabiliser et anesthésier la personne dans sa sensorialité. Mhm. C'est-à-dire qu'à un moment donné, une personne qui tout simplement est hypersensible, par exemple, et qui s'est fait polluer en absorbant en étant une éponge, elle Ouais. est violée en permanence et elle exprime du dégoût. Et le dégoût, c'est ce qui empêche d'être dans l'instant présent. Et c'est ce qui nous ramène au passé en Mhm. permanence parce qu'on n'a plus de base de présent. Nos yeux, nos oreilles, notre goût et toute notre sensorialité s'anesthésient et Mhm. donc, on perd sa capacité de conscientisation dans l'instant présent. Et donc, c'est la notion du délai qui nous régit. Il y a beaucoup de gens, et nous, on les voit, ces gens en cabinet, où on leur dit quelque chose et ils ont besoin de 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou même 15 jours pour conscientiser ce qu'on leur a dit. Le délai existe
que lorsqu'il y a eu du dégoût qui a été exprimé, ça veut dire tout simplement avoir été utilisé ou s'être mal utilisé. Ouais. Et à ce moment-là, le dégoût, c'est comme si tu mettais naturellement, hein, c'est une réaction naturelle de protection du film étirable autour de vous pour vous Ouais. protéger. Sauf que comme les gens ne le savent pas, ils n'enlèvent pas le film étirable et à ce moment-là, ils ont une sensorialité qui ne fait que baisser, une conscientisation qui est diminuée avec une notion de délai. Et à ce moment-là, comme ils ne ressentent pas force qui se passe dans l'instant présent, ils deviennent manipulables. Et il y a un bouquin qui s'appelle Les gens qui sont intelligents sont plus on est intelligent, plus on est manipulable. Oui, ça, ouais. Je m'inscris à l'inverse et je ne dis pas ça. Je dis que les gens qui sont sensibles et qui absorbent leur environnement, donc qui du coup ont des pénétrations extérieures, sont manipulables parce qu'ils expriment le dégoût qui les anesthésie. Et c'est tout à fait la réaction de sidération quand il y a un viol physique. Ouais. C'est le dégoût qui anesthésie tout. Donc voilà, c'est pour continuer un petit peu la notion de traumatisme et de viol. Mais Ouais. ça, le dégoût comme la tristesse, c'est deux émotions. Et c'est pour ça que ça serait intéressant qu'on fasse un live sur le dégoût. J'aimerais tellement en parler parce Oui, que c'est une émotion qui n'est pas du tout connue, qui souvent ne rentre même pas dans le champ des émotions de vigilance, alors oui. que c'est l'émotion qui est pénétrée et que les gens le vivent le plus. Mais ils ne s'en rendent pas compte parce qu'ils ne le connaissent pas et parce que ça les anesthésie. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup du dégoût en émotion. Par contre, tu vois, je sais pas si tu connais le jeu de cartes, les émoticartes par Patrice Jacobella, qui est sophrologue sur Lyon. Je m'en sers avec les enfants et il y a la version adulte aussi, un parent. Et en fait, dedans, il y a cette émotion. En fait, ce sont un jeu de cartes sur les émotions agréables, désagréables. Et dedans, il y a le dégoût en émotion. Pour lui, ce qu'il estime le plus important en émotion désagréable. Et il a mis le dégoût. J'ai apprécié de le voir justement, de voir cette émotion. Oui, parce que malheureusement, on est tous épris de dégoût dans nos vies. Donc, du coup, c'est parce que il se passe ce qui se passe exactement, c'est-à-dire être pénétré en permanence et le relationnel est tel que c'est automatiquement, c'est ce qui se joue, bien évidemment. Donc, pour effacer un traumatisme, automatiquement, et tout ce qui est vecteur de traumatisme, c'est automatiquement le fait de ne pas avoir conscientisé ce qui s'est passé, donc avoir éprouvé du dégoût. Du dégoût. Donc, c'est venir voir où se trouve le dégoût. Et les personnes qui souvent ont des problématiques digestives, c'est là où se trouve le dégoût quand c'est du débordement de dégoût. D'accord, d'accord. Je savais pas cet élément-là par rapport à ça. Je suis Et en train les gens qui voient pas bien ou qui voient de moins en moins, qui ont une sensorialité qui baisse, un goût qui baisse, etc., c'est ouais, automatiquement, c'est de l'anesthésie. Donc, ça veut dire que cette personne-là, sa part relationnelle ouais, à elle a été utilisée plus parce qu'elle n'occupait pas sa part en elle, tout simplement. ouais. Et donc, du coup, c'était disponible pour les autres. Et c'est ça aussi. On dit souvent que chez le potentiel, il y a une majorité de gens qui ont été abusés, alors sexuellement, souvent, hein, parce que c'est des tombes, etc. Mais c'est parce que aussi, ils sont hyper intenses et hyper disponibles, en fait. Oui, effectivement. Alors, du coup, je suis en train de lire en même temps le message de. Alors, oui, on pourra faire effectivement, si tu veux, la prochaine fois, spécifiquement sur le dégoût, le focus potentiel intellectuel. Alors, je lis, je sais pas si tu vois le message de ton côté. Ma fille est au potentiel d'après la psy, mais n'a pas fait le test encore. Et après, entre parenthèses, c'est nécessaire ou pas pour interrogation. Et ensuite, j'ai du mal à comprendre, si vous nous écoutez toujours, est-ce que vous pouvez détailler un peu plus? Ma fille se comporte comme quelqu'un de 4-5 ans alors qu'elle a 9 ans. Je ne sais plus quoi faire en tant que maman. Alors, il y a deux questions là, c'est Ouais, ça? Est-ce qu'il est nécessaire de faire un test, c'est ça, dans un premier ouais, temps, pour dans un premier déterminer temps. une personne de potentiel, c'est ça? Voilà. Après, ma fille est au potentiel d'après la psy. Donc, si la psy, alors si c'est une psychologue qui l'a fait, peut-être elle a mis cette hypothèse du haut potentiel et peut-être qu'elle a conseillé de voir une neuropsychologue peut-être pour faire le test, hein. Donc, Alors, est-ce qu'il est nécessaire de faire le test? Si vous pensez que c'est nécessaire de le faire pour vraiment déterminer ça, oui, sauf que le risque, dans la majorité des cas,
Des personnes qui justement vont voir des psys et qui ne vont pas bien, ça veut dire qu'ils ont des profils hétérogènes. Et ces profils hétérogènes ne permettent pas de déterminer si on est potentiel. Parce qu'il y a des différences entre les compétences et les items telles que du coup, rien n'est régulier et le résultat chiffré, n'est pas possible d'être produit. Mhm. Donc, en fait, si vous voulez, pour déterminer une personne potentielle, il faut effectivement qu'il y ait des caractéristiques, donc d'intensité par exemple, de traumatisme, d'hypersensibilité, euh, de, de, de pensée décalée, le fait d'avoir des troubles déficitaires de l'attention, souvent, alors tout le monde, tous les potentiels n'en ont pas et tout. Et c'est pas parce qu'on a un trouble déficitaire de l'attention qu'on est dans le cas. Et puis, c'est aussi des perceptions. C'est d'un point de vue qualitatif et non pas uniquement que quantitatif qu'on détermine qu'on est au potentiel. Le mieux, c'est de s'orienter vers une personne spécialisée dans le fonctionnement potentiel. Tout à Voilà, fait. c'est le mieux. Parce que ce n'est pas que des données chiffrées, parce que être au potentiel, ce n'est pas avoir qu'un gros cerveau, c'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. C'est aussi avoir des compétences supplémentaires par rapport à une personne classique et des perceptions supplémentaires. Je sais qu'on va me crier dessus. Oui, hypersensible, d'accord. Crier dessus parce que ça surpositionne, mais c'est la réalité. Une personne potentielle a plus de compétences, je dirais, invisibles, telles la cohérence ou l'incohérence, l'intensité, la résilience, etc., Ouais. ce genre de choses. Ou alors l'évolution. Voilà, on va encore plus me taper dessus, mais tant pis. Une personne au potentiel, une personne évolutive. Une personne qui n'est pas au potentiel n'a pas la compétence d'évolution, elle n'a pas son corps d'évolution. Voilà la différence aussi. Donc, il y a plein de façons de déterminer qu'au potentiel. Ouais. Si la psy s'est engagée à dire qu'elle est au potentiel, à mon avis, elle a bien dû turbiner, elle a bien dû mesurer un petit peu tout. Donc, il faut échanger avec elle à savoir quelle est sa perception des choses, comment Oui. elle voit votre fille, pour pouvoir mieux déterminer, parce que l'intérêt, c'est de pouvoir déterminer ses besoins pour venir la rassurer dans son fonctionnement. Et si elle est jeune, tant mieux, parce que plus tôt c'est pris, plus c'est normal pour elle. Tout à fait. Puis bien sûr, bah, en parler avec aussi votre fille, lui expliquer un petit peu, bah, si elle veut aussi savoir un peu, connaître un peu ses compétences intellectuelles aussi, pour qu'elle soit d'accord, parce qu'il faut que l'enfant aussi ait envie de passer le test. Parce qu'un enfant qui n'a pas envie, bah, ne donnera pas le maximum dans ses réponses, parce qu'il sera pas motivé en fait. Oui, parce que souvent, il y a la notion de sabotage chez le Ouais. potentiel, hein, qui fait que de toute manière, il se sentir jugé parce qu'il est régi par des lois d'équilibre, donc automatiquement, Hmm. se positionner ou être positionné, c'est se sentir jugé. Donc à ce moment-là, il préférera se mettre en échec. Alors souvent chez les adultes et moins chez les enfants, mais Ouais. quand même. Donc il faut, et puis le mot au potentiel en soi pour un enfant, ça ne veut absolument rien dire. Il faut juste effectivement déterminer quelles sont ses caractéristiques qui fait qu'elle est elle-même et que ça lui ressemble elle pour qu'elle se normalise. Parce qu'en fait, se déterminer au potentiel, c'est une chose. Ça sert pas à grand chose en soi, si on arrête là. Ça permet de trouver un référentiel pour ensuite, quand on a intégré le référentiel, de s'individualiser. C'est un processus, il ne s'agit pas de dire, bah oui, c'est normal, je suis au potentiel. Ça n'a aucun sens. Les gens qui disent ça, franchement, ils n'ont pas beaucoup avancé sur leur développement personnel. On ne se détermine pas par être au potentiel ou pas. On se détermine par ce qu'on est, avec des compétences, certes, Hmm. qu'on est venu normaliser en soi. Point. Et Hmm. dans ce cas, c'est tout un processus d'autonomisation, de compréhension, et puis surtout d'individualisation. Ouais. Parce que je rappelle une chose, j'aime bien faire pousser mon pénible un peu quand même, et puis je suis un peu un sale gosse, mais il y a des gros connards hein, chez le potentiel. Hein. Donc il y a de tout. Il y a de tout. Oui. Ah bah oui, on ne peut pas déterminer une classification au potentiel. Il y a de tout dans tout. C'est C'est ça. juste. Exactement. Mais c'est vrai, non? Ouais. Ouais. Ah, Et alors, oui, excuse-moi, je te coupe. Il y a la suite. Alors, Srimara nous dit le comportement comme un bébé, c'est-à-dire des pleurs pour tout et n'importe quoi. Donc, en fait, ce que je voulais dire, c'est qu'elle a 9 ans, mais néanmoins, apparemment, elle va peut-être régresser en se comportant comme vous dites, comme un bébé, comme si elle avait, voilà, 4 5 ans. C'est ça, en fait. alors, hop, je suis désolée, je refuse un appel. Ouais, ben, on
on n'est pas obligé de pleurer. Enfin, on pleure pas toujours parce qu'on est triste. On pleure plus parce qu'on n'est pas triste que triste déjà. Votre enfant, c'est qu'elle éprouve un mal-être et qu'elle évacue en pleurant, tout simplement. C'est qu'elle se sent pas bien, qu'elle se sent pas appartenir peut-être à ce qu'elle voit à l'extérieur d'elle-même. Elle a des freins, C'est souvent le cas hein, dans les fonctionnements potentiels. C'est-à-dire le fait de pleurer, ça permet tout simplement, alors ça peut être de la colère, ça peut être de la joie, ça peut être de la tristesse ou du dégoût justement. Ouais. Mais elle se comporte comme un bébé. Tiens, je trouve ça étonnant d'avoir cette réflexion. Parce qu'on pleure, on se comporte comme un bébé. Disons qu'elle semble capricieuse. C'est ce que vous semblez dire. C'est-à-dire qu'elle a des besoins qu'elle voudrait finalement mettre en œuvre, mais qu'il y a des freins en face parce qu'il faut vivre en famille et à ce moment-là, ça devient du mal-être et du traumatisme. Qu'elle traduit, qu'elle évacue, D'accord, hein, traumatisme. ouais. Qu'elle évacue en pleurant. Ouais. Après, il y a, oui, alors, elle vient juste de répondre oui. Oui, c'est ça, effectivement, voilà. Et votre enfant, il est aussi, ce que vous avez noté, il est aussi hypersensible aussi. C'est sûr que ça aussi, c'est. Après, essayez de l'amener justement. Enfin, j'imagine que vous faites déjà de l'amener à exprimer ce qu'elle ressent, ses émotions, ce qu'elle vit à l'intérieur, pour pouvoir se sentir moins seule, parce que ça va pas être évident pour elle à 9 ans. C'est pas évident d'exprimer tout ce qu'on a mentalement et dans le cœur en fait. Hein. Donc, à voir, est-ce que vous arrivez facilement à lui parler en fait, ou est-ce qu'elle a quelqu'un d'autre à qui elle peut parler facilement en dehors de sa psychologue? Ce sont des questionnements hein, que je pose. Les propres de l'hypersensibilité, c'est le fait d'avoir une empathie souvent qui est importante et qui va trop loin et qui va jusqu'à la compassion. C'est-à-dire le fait de comprendre l'humeur de l'autre, son environnement, mais aussi de l'absorber en soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est effectivement très, très douloureux et très handicapant. Le mieux, dans un premier temps, c'est de déterminer avec votre fille, elle a 9 ans quand même, elle peut parler, hein, ensemble ce qui la pollue et ce qui vient tout simplement la mettre à terre et qui nécessite de la dépollution ensuite. Soyez dans la prévention plutôt que la réparation. Pourquoi il y a plein d'appels? Et donc, soyez plutôt dans la prévention, c'est-à-dire venir avec elle dans un premier temps, perdre du temps à comprendre ce qu'elle ne supporte pas ou ce qu'elle absorbe, quelles sont les situations, quelles sont les personnes qui, du coup, la violent. Excusez-moi, hein, c'est un terme qui est un peu fort, mais on en a parlé au début, c'est pour ça que je me permets de le dire, qui la pénètre et donc il faut qu'elle se déleste. Donc, vaut mieux être dans la prévention à déterminer un contexte. Alors, à la maison, j'imagine que c'est pas polluant, ou peut-être, il faut aussi le déterminer, hein, peut-être qu'il y a des éléments polluants qui viennent effectivement la heurter intérieurement. Et puis, dans le contexte scolaire, etc., de lui faire comprendre qu'il y a des situations dont elle n'a pas besoin, qu'elle s'en écarte pour éviter des pollutions dans la prévention plutôt que la réparation, parce que quand c'est de la réparation, à ce moment-là, les traumatismes ne sont pas traités. Tout à fait. C'est vrai que ça m'est pensé ce que tu dis là. Dans l'environnement familial, des fois les parents ils peuvent penser être apporter une sécurité affective et contenante à l'enfant, mais en fait l'enfant il y a des choses qui le dérangent, mais pour les parents il n'y a pas de raison en fait. Donc c'est vrai que c'est là où la communication est quand même assez importante pour que. En fait, ce qui est important, c'est d'avoir conscience que vous portez en vous, en tant que parent et toute personne, tout ce que vous avez reçu aussi de vos parents. Hein, l'encerclement psychologique familial, c'est ça, le transgénérationnel. Donc, vous le portez en vous comme des conditionnements que vous transmettez à vos enfants. Mais vos enfants, ils sont encore plus loin, ces traumatismes qui viennent de vos parents. Et dans ce cas, ça vient heurter les choses et dont vous n'avez pas spécialement conscience. Donc, ça, c'est important quand même de se dire que chacun porte en soi des traumatismes qu'il a reçus de ses parents qui ne lui appartiennent pas. Et donc, vous n'en avez pas toujours conscience. Donc, votre enfant, si vous n'êtes pas réparé de vos traumatismes, vous les absorbez aussi, parce que vous allez leur transmettre. Donc, réfléchissez, essayez de réfléchir à vous interroger, à vous dire, mais alors, du coup, quelle attitude me fait dire que je ressemble à mon père ou à ma mère? Alors, je sais qu'il y en a plein qui n'aiment pas ça, mais pour autant, il y a toujours un petit bout traumatique de vos parents en vous que vous êtes venus transmettre. Et à ce moment-là, essayez de vous trouver votre liberté intérieure pour être en capacité de rompre cette chaîne.
tout à fait. C'est souvent le cas, hein, de toute manière. Hein. Nous ne sommes que des héritages de nos parents, hein, très Oui. clairement. Voilà, et surtout de la maman, parce qu'on vient du ventre. Et c'est pas qu'on affuble les mamans, c'est parce que les mamans portent les enfants, donc automatiquement, elles viennent transmettre ce qu'elles sont plus facilement et avec plus de fluidité que leur père. Mm. Sauf sur le quatrième enfant où la maman s'est un peu vidée de tout ce qu'elle est. Donc, c'est pas donc, il y a des bouchons à Nice, non? Oui, enfin, en fait, j'ai ouvert la fenêtre chez moi parce qu'il fait très chaud. Et donc, D'accord. Voilà pour répondre à votre pour répondre à votre question, Mm. madame. Alors, Et pour l'instant, c'est tout un programme, hein, quand on est au potentiel. Et puis n'oubliez pas une chose, et ça, je vais être très clair avec tout le monde. Et si votre fille est au potentiel, ça veut dire qu'il y en a moins de 2 kilos. mm. Pour l'instant, je pense qu'on a fait le tour parce que j'ai plus d'autres éléments d'autres questionnements de la part de Souimara. Après, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle était connectée, donc je pense pas que c'est une question. D'accord. Donc, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. Ouais. On n'a pas beaucoup de monde ce soir. Il y a 5 personnes. Ouais. Donc, il y a moins de questions, bien sûr. Concernant cette histoire d'enfant au potentiel, moi, j'ai toujours tendance à dire que quand on a un enfant qui est déterminé au potentiel, c'est une chose. OK. Ça permet de déterminer quelles sont ses problématiques pour le mettre en meilleures conditions pour mieux se vivre. Mais il y a toujours un des parents ou les deux qui le sont. Et à un moment donné, il faut savoir, par le miroir de votre enfant, de se demander qui l'est. Alors, une personne peut ne pas se déterminer au potentiel tant elle n'est pas connectée à elle, déjà, pour beaucoup. Hein. Moi, la majorité de mes patients sont des personnes qui ne se seraient pas dit au potentiel toute leur vie, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, ils n'aient plus le choix que Mm. de voir. Hein. Ouais. Donc, être au potentiel, il n'y a rien de grave à être au potentiel, c'est juste effectivement être un peu plus que tout le monde avec plus de choses, plus de compétences. Voilà. Il y a des gens spécialisés qui vous orientent très bien, qui permettent d'effacer ces traumatismes, qui permettent… Bon, aujourd'hui, quand même, on est en 2022, il y a quand même suffisamment d'informations sur le potentiel pour Ouais. venir, si on veut fouiner et se sentir responsable à vouloir évoluer, elle dit que les tests sont faire de 30. Ah bah, Mm. ça Ouais. veut dire Pardon? Vas-y, Anne-France, je t'en prie. Pour toi, de par ton expérience avec des patients ou par des recherches que tu as pu faire, pour toi, automatiquement, un enfant potentiel, un des deux parents l'est automatiquement, c'est quelque chose d'assez fréquent, en fait, ça peut Mais sauter une génération. comment être potentiel, ça viendrait d'où? Oui, c'est sûr. Oui, Non, oui. mais quand on sait qu'on n'est qu'un héritage de nos parents quand on est Mm. psy, on sait très Mm. bien qu'on va aller chercher fouiner dans les parents, fouiner dans la transgénérationnelle et dans la généalogie. Vu que nous ne sommes qu'un héritage de nos parents, nos parents ne vont pas nourrir quelque chose en nous qu'ils n'ont pas. Mm. Et ça peut être donc ça peut être des parents et aussi des grands-parents, ça peut. Ah ben toujours. Mm. Est-ce que ça peut Toujours, être c'est-à-dire, alors ça ne veut pas dire que les deux le sont, hein. Bon, mm. même si c'est souvent, Ça peut parce que arriver. si ça match, c'est parce qu'il y a des connexions quand même sur le fond qui se font. Ouais. Euh, on ne peut pas isoler un enfant de son fonctionnement. C'est vrai qu'il y a des dans mes patients, des fois il y a des adolescents qui veulent savoir lequel des deux parents l'est. Et après, en parallèle, eh ben, les parents, ça les intéresse pas du tout de savoir s'ils le sont. Donc il y a tout un échange à faire là-dessus. Bon. Oui, il y a tout un boulot. C'est aussi pour ça que moi, je m'occupe pas des enfants. D'accord, ouais. C'est vraiment, enfin, j'accompagne pas les enfants. Mm. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré, et je le dis à chaque fois, je crois, j'ai toujours considéré que si on devait aider un enfant à se sentir bien et que les parents n'auraient pas bougé et que le terreau n'aurait pas bougé, ça crée des traumatismes supplémentaires et des Vraiment. décalages supplémentaires. Donc, moi, je refuse totalement. Alors, je m'inscris en marge de tous ces gens qui s'occupent des enfants et c'est très bien de s'en occuper, mais à condition qu'on s'occupe aussi des parents en même temps. Ouais. Parce que je vois pas, si le parent ne s'est pas déterminé au potentiel et que l'enfant, lui, l'est, ben, ça veut dire qu'il ne comprendra pas plus demain
ce qu'est son enfant. Mm. Il ne se comprend pas. Il y a une vraie démarche à avoir pour les parents de se dire, bon, mon enfant a un problème, de toute manière, s'il y a un problème, c'est que ça vient de moi, ou de mon mari, ou de ma femme, etc. Automatiquement, c'est dans ce qu'on a transmis dans le terrain. Mm. On dit toujours qu'il y a des terrains cancéreux. C'est pas héréditaire, c'est le terrain qui est héréditaire. Ouais. C'est le terreau, c'est le compost Mm. qui est plus ou moins pourri ou pas. Voilà. Moi, Des fois, voilà comment. ça m'est arrivé Oui. d'avoir aussi, bon, il y a de belles choses qui se passent, hein, c'est d'avoir un échange où un des deux parents a dit dans un échange à trois, ah mais moi je suis au potentiel et donc il y a eu une réaction de la part de l'enfant, de la part de la femme et du coup c'est quelque chose de très positif finalement, mais la personne pour elle ne jugeait pas utile de dire qu'elle était au potentiel parce qu'elle voyait pas l'intérêt de le verbaliser, mais ça a changé beaucoup de choses à partir du moment où elle l'a verbalisé. Et ça, c'est aussi le problème des hauts potentiels, c'est pour beaucoup, hein, la majorité, c'est qu'ils vont pas se surpositionner. Parce que être au potentiel dans ce monde, c'est être surpositionné. Dans la vision du monde, c'est être surdoué, hyper intelligent, pas un truc bidule avec et n'importe quoi, vraiment. On en est encore là en 2022. Et donc, du coup, souvent, ils se mettent pas en avant. Ouais, c'est ça, ouais. Pour eux, ils ne veulent pas se mettre en avant, alors que c'est juste exprimer des éléments fondamentaux que de se dire que mon fonctionnement est un fonctionnement potentiel. Ça fait pas de vous quelqu'un de meilleur ou de moins bien. Franchement, être potentiel, on l'a dit tout à l'heure, il y a de tout dans tout, hein. Il y a des gens hyper méchants, hyper destructeurs dans les fonctionnements potentiels. Et donc, il faut, non, non, ça permet, comme je disais tout à l'heure, se déterminer dans un premier temps pour trouver un référentiel commun à ce fonctionnement-là, pour ensuite s'autonomiser et s'individualiser pour bien se vivre dans ce qu'on est soi, parce que Mm. chacun a son histoire, chacun est différent aussi. Tout à fait. Ah, j'ai une suite au niveau des commentaires de Swimira. Alors, merci, je t'en prie. Elle dit qu'elle déteste son frère de 4 ans. Après, hyper émotif et les exprime très fort, ses émotions, ok? Voilà les informations. Elle déteste son frère, hein. Donc bon, si elle déteste son frère, c'est parce qu'il vient brouiller les pistes et il vient être dérangeant en fait. Oui. Ah oui, bah, attention, on va pas faire de conclusion hâtive ici, hein. Il s'agit pas en claquement de doigts, dire des choses, mais souvent un enfant qui déteste, détester, c'est pareil, c'est fort, hein. Vous C'est voyez fort. l'intensité. On peut ne pas aimer, ne pas apprécier, mais là, elle déteste. Alors, voyez déjà Oui. l'intensité. C'est quand même assez. C'est toujours plus, hein, de toute Oui. manière. Déjà, Et bah, certainement qu'elle le déteste parce que il vient brouiller tous ses plans mm, à exister elle. Et ouais, quand on est enfant, on aime exister pour ses parents, être dans l'exclusivité, c'est normal. C'est le terrain qui est le nombre de mètres carrés que chacun peut avoir dans la maison qui fait qu'on vient retrancher l'autre comme une guerre intérieure dans la maison parce que ouais. l'autre n'existe pas, quoi. Donc ça se résout très bien dans les accompagnements parce que, bah, d'autant plus que être détesté par sa sœur, ça ne doit pas être facile pour le petit de 4 ans. Eh oui. Mm, Pas facile pour les parents qui, effectivement, j'imagine, vous dites, vous, tu ne peux pas faire ci, tu ne peux pas faire ça à ton frère, etc. Sauf que si elle le fait, c'est parce qu'elle le ressent. oui. Donc, il faut essayer de comprendre pourquoi elle le fait plutôt que condamner ce qu'elle fait. Alors, évidemment, il faut rester dans la sécurité, bien évidemment, mais observez les réactions de votre fille dans ses expressions du visage, parce Ouais. qu'il y a plein de choses qui se font où on ne fait qu'entendre les choses et on ne voit pas le visage. Le visage exprime énormément de choses. Quand une personne très émotive, elle va énormément exprimer sur son visage Tout à fait. les choses. Ouais. Et donc, ça permet de mieux comprendre. Peut-être que votre fille a un état dissociatif. C'est possible. Ça veut dire qu'elle, avec elle-même, elle a une façon d'être. Et avec les autres, elle est un peu différente. Donc, ça Mm, aussi, c'est à déterminer. L'état ouais. dissociatif et d'incohérence fait qu'elle a sa personnalité profonde qui est d'une façon et sa personnalité relationnelle et même dans l'affectif
ben, qui est pas terrible. Alors, souvent dans l'affectif, on se comporte comme on se comporte avec soi-même. C'est ça le problème. C'est qu'on impose aux autres ce qu'on est dans l'affectif. Mais parfois, c'est pas le cas. Donc, c'est des pistes, mais 9 ans et 4 ans, c'est bien parce que c'est tout. Oui, c'est Voilà. vrai. Moi, je vous encourage, trop râleuse, jamais contente c'est très dur pour moi, très râleuse, jamais contente, etc. Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, elle répond pas à ses besoins si elle est jamais contente. Donc, il va falloir effectivement faire voir avec la psy, hein, je crois. Oui, ça serait le mieux, quitte à faire on va dire, ce qu'on appelle une thérapie familiale pour recevoir aussi, voilà, aussi. Oui, d'autant plus que les enfants, ils adorent que leurs parents aillent voir le psy quand ils sont petits. Parce que du coup, ils se sentent soutenus. Et du coup, quand vous Mm. allez, du coup, chez la psy avec votre fille, eh bien, son frère, il n'en bénéficie pas. Et donc, elle se sent privilégiée à ce moment-là. Tout à fait. Donc, du coup, elle se sent exister plus fort et ça crée une complicité. Et le Mm. fait que vous la rassurez, vous la protégez à ce moment-là. Ça ressoude les liens, c'est que du positif en fait. Donc, Ah c'est une oui, oui. bonne initiative à faire. Donc, continuez dans ce sens-là. Après, effectivement, si la psy ne connaît pas bien, bon, bah, super. Si la psy ne connaît pas bien ce fonctionnement, là, par contre, c'est pas qu'il faut pas perdre son temps, mais à un moment donné, il faut se sentir aidé, hein. Oui, Vraiment avec une personne qui est vraiment spécialisée dans ce fonctionnement-là. tout à fait. Voilà, puis moi je peux vous conseiller des personnes si vous voulez, ça dépend où vous habitez. N'hésitez pas à m'envoyer un message, je saurais vous conseiller des personnes s'il y a besoin dans ouais, des personnes efficaces et qui sont capables de s'occuper aussi des enfants. Tout Voilà, à fait. ça dépend où vous habitez. Alors pour l'instant, bah, j'ai pas d'autres demandes. C'est dommage, mais bon, c'est vrai que quand on avait lancé l'idée, c'est qu'il y avait pas mal de messages en commentaire et on s'était dit que ce serait bien une fois en question. Oui, mais bon, Voilà. on a abordé des choses assez larges. Là, juste sur Mm. la Ouais. question, on fait toujours un petit peu de largeur dans la compréhension pour que on se focalise pas que sur ça, mais que ça puisse apporter à tout le monde. J'espère qu'on a pu répondre, Madame, à vos interrogations, pas à vos questions, mais plutôt des interrogations que vous devriez peut-être, du coup, faire résurgir en vous, réfléchir. Cela, pourra aussi être revu, qui permet aussi de relire ce que vous avez écrit et finalement de conscientiser. Et voilà, et puis j'imagine aussi que cette petite fille, elle a peut-être un papa, peut-être, c'est pas toujours le cas. Donc, à voir comment ce monsieur, s'il existe dans votre vie, peut se positionner. Et il y a ça aussi parce que la maman, c'est une chose, mais le papa, il a un sacré job à faire aussi. Hein. Faut pas oublier que les pères aussi ont leur mot à dire Tout à et fait. qu'ils sont hyper bloqués souvent. Parce que être un homme, c'est être bloqué dans ce monde. J'aimerais juste poser quelque chose. Oui. Juste poser quelque chose et une réflexion. C'est une parenthèse. Comment est-ce qu'on peut, quand on a un enfant garçon, lui demander de ne pas pleurer, de ne pas s'exprimer, de suivre des conduites, et à 40 ans, de lui demander de s'exprimer? Mm. Voilà. Je pose ça là, et vous en ferez ce que vous voudrez avec vos enfants. Mm. Mais sachez que les générations, un peu les nôtres et celles d'avant, c'était le cas. Donc voilà, il faut savoir s'interroger et être cohérent jusqu'au bout. Et c'est vrai que l'éducation n'est pas toujours cohérente et on demande Ouais. aux hommes certaines choses qui les bloquent. Et c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup moins d'hommes dans le développement personnel en tant que patient, parce que ils sont pas encouragés à s'exprimer, à s'interroger. On leur demande juste d'être dans le faire beaucoup. Mm. Alors que je peux vous assurer, et pour l'être moi-même, un homme sensible, ça existe déjà. Et dans un couple, c'est très utile. Faut pas oublier quand même. C'est vrai que c'est une bonne interrogation à avoir effectivement, parce que se dire enfin, j'allais dire qui a décidé, on sait, mais c'est vrai que c'est pourquoi l'homme ne doit à l'enfant ne grandit, le garçon grandit en ayant ce genre de stéréotype où il doit être fort, il doit pas exprimer ses émotions, il doit montrer que
il gère, et tandis que la fille, potentiellement, elle peut exprimer un peu plus ses émotions. Pourquoi? Pourquoi? Parce que, alors moi j'ai toujours dit, je vais me faire des super ennemis, mais c'est pas grave. Pourquoi je dis ça à chaque fois? On s'en fiche. En fait, j'ai toujours considéré, moi, je vais vous parler de ce que je pense, hein, parce qu'on va, après tout, on peut discuter aussi. J'ai toujours considéré que c'était les femmes qui avaient le pouvoir sur elles. Elles avaient le plus grand pouvoir du monde, c'était de pouvoir transmettre, parce qu'elles enfantent. Et donc, du coup, elle est celle qui vient transmettre et pérenniser finalement les choses. Elle enfante. Et que toutes les femmes n'ont fait que prêter le pouvoir aux hommes que eux ont pris comme pouvoir, c'est-à-dire pas le pouvoir. Alors moi je parlais du pouvoir, c'est-à-dire la capacité d'eux. Et en fait, comme personne ne comprend rien dans ce monde, eh ben nous les hommes, on aurait compris qu'ils nous avaient prêté le pouvoir, c'est-à-dire le surpositionnement, d'où le Mm. patriarcat. Sauf qu'on sait très bien quand on est un homme, une femme, elle vous reprend le pouvoir dès qu'il est mal utilisé. Et donc elles ne font que le prêter. Et à ce moment-là, l'homme n'est plus rien quand sa femme lui reprend le pouvoir. C'est triste, enfin, c'est réel et triste à la fois. Mm. Oui, mais enfin, voilà comment je vois la chose. Et pour moi, l'avenir appartient surtout aux femmes pour qu'elles fassent cette grande transition Ouais, d'équilibre, et non pas de matriarcat, mais bien ouais, d'équilibre. équilibre, bien sûr. Et Voilà. de bonnes sources de questionnement et de mise en pratique. Et effectivement, il y a beaucoup de littérature à ce sujet-là. Ouais. Et, euh, et moi, pour être un homme, hein, tout simplement, je pense que être un homme en 2022, comme avant, c'est extrêmement difficile. Alors moi, je suis fervent, je suis féministe, masculiniste, c'est ça? Ça Mm. n'existe pas. Donc évidemment, c'est-à-dire qu'effectivement, les hommes ne s'expriment pas beaucoup. On ne sait pas, les femmes ne savent pas quels sont les besoins d'un homme. On ne parle pas entre hommes, on parle très peu de nos besoins, etc. On est dans le stéréotype et pourtant on a des vrais besoins qui sont Ouais. totalement bafoués. Alors, j'exprime pas mes problèmes, hein, attention, moi je vais très bien. Tout va bien dans mon couple, d'accord? Mais effectivement, on parle beaucoup de la femme parce qu'elle a été niée, etc. Mais du coup, l'homme, il existe pourtant, il est là. Ouais. Alors, est-ce qu'on a le droit d'exister pour ce qu'on est aussi? Ou faut toujours finalement être en fonction d'eux? C'est souvent ce qui se passe, non? Ouais. Oui, oui, ça m'interpelle tout ce que tu me dis. Ouais. C'est- Et je peux t'assurer, Anne-France et vous tous qui nous regardez, que lorsque moi j'ai un patient homme, bah, j'en ai hein, bien évidemment, moins que des femmes, euh, ils se décomplexent d'être d'être sensible, d'avoir des émotions. Parce qu'en fait, si vous voulez, moi je suis tout ça, sans complexe. Donc Mm. automatiquement, je décomplexe, évidemment. Bien sûr. Voilà. Ça doit être Et, une belle transformation pour les hommes, enfin transformation. C'est-à-dire se retrouver soi-même et pouvoir exprimer librement ses émotions, et sa sensibilité. mais surtout que les femmes adorent ça. Elles ont besoin de Oui, ça en aussi. plus, effectivement, Oui, elles ont besoin de bras pour se sentir protégées, mais rappelez-vous qu'un homme aussi a besoin d'être protégé. tout à fait, effectivement. Et les femmes sont d'autant plus touchées quand elles sont face à un homme qui exprime sa sensibilité, qu'il est, enfin, Ah oui, voilà, oui. oui, Ben, on est un petit peu, on est effectivement sur ce genre de choses qui émergent. C'est ce qu'on appelle un peu en spiritualité, quand vous voyez le masculin sacré, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire le guerrier émotionnel, c'est lui qui va, enfin, c'est souvent de la mythologie, hein, c'est souvent ouais, transformé, narré, assez romancé, mais c'est tout simplement un homme qui accepte qui il est, qui exprime des doutes, qui est capable d'être prise, d'être profondément ému, d'être ouais, profondément atteint aussi et qui est capable de l'exprimer et qui peut exprimer du doute et qui saura soutenir l'autre dans ce que l'autre est. Bon, ça existe beaucoup, mais et puis chez les ours, souvent, les hommes qui sont des ours sont souvent ceux-là. ouais. Ah oui, ce que tu veux dire, c'est que oui, les ours, oui,
Les gros baraqués qui se cachent derrière des Ouais, muscles, etc., où finalement, ce sont les plus euh, au, au fond, ils sont souvent très sensibles. ouais, très sensibles derrière cette carapace, cette apparence. Et souvent, leur repère, c'est maman. Et c'est vrai parce que la maman, c'est quand même quelque chose de fondamental, c'est la ressource. On vient du ventre de la maman. Alors, les filles aussi, on est bien d'accord, mais la mère est prépondérante. Elle n'est pas un refuge, elle est une ressource. Ouais. Alors, effectivement, quand ça se passe pas bien avec la maman, elle est ni refuge ni ressource, et là, c'est compliqué. Et oui, du coup, oui, il doit y avoir un manque Elle est la source causale des problématiques, dans le problématique. négatif, mais aussi dans le positif. Et quand Ouais, on a une maman, donc quand on a la chance d'avoir une maman consciente, on ouais, sait qu'on est aimé. Le principal dans le monde, c'est s'être senti aimé ouais. ou pas. Et là, ça pose des problèmes. Et quand on s'est senti aimé, je peux vous assurer que ça se ressent tout de suite dans la voix des gens. Ça fait du bien. Pour les personnes, ça arrive quand même des personnes qui sont aimées par leurs Mais parents, bien sûr. heureusement. Mais en plus de ça, les personnes qui se sont senties aimées sont capables d'aimer, du coup, parce qu'ils savent ce que c'est. Ouais, aussi. À la Oui, donc du coup, c'est toujours positif, positif. je t'écoute en même temps, mais comme en même temps, il y a des personnes qui arrivent que maintenant. Donc, je leur fais des coucous. Alors, ce soir, c'était le focus au potentiel avec Cédric, le réveil du surdoué. C'était une foire aux questions. Donc, si jamais vous avez des questionnements sur le haut potentiel intellectuel, n'hésitez pas à le marquer en commentaire maintenant. Comme ça, on pourra y répondre. Pour les personnes qui viennent juste d'arriver, là, parce que j'ai fait 5 à 10 coucous en l'espace de 1 minute. D'accord. Ok. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Bon, c'est pas très, très grave. Ça n'empêche pas d'échanger, de discuter. Mais pour revenir au potentiel, la notion de sensibilité, c'est souvent le cas. On parle d'hypersensibilité, on parle d'hyperémotivité, Ouais, mais je vous rappelle qu'il y a des personnes qui sont au potentiel et qui sont totalement bloquées dans leur hypersensibilité, ouais, qui n'éprouvent pas d'empathie. Donc, pas d'hypersensibilité et un émotionnel totalement bloqué par sécurité, ouais, pour ne pas souffrir. Et donc là, ce sont quand même des... En fait, il existe de tout dans tout. mm, Et les personnes qui sont étonnées qu'il y ait des potentiels méchants ou pas gentils, enfin, ils sont quand même méchants, et qui ont des réactions violentes ou qui ont un comportement violent, ils disent, mais ceux-là, ils sont pas au potentiel. En fait, c'est pas vrai. ah Il oui, existe de tout dans tout. Et on peut tout à fait être l'héritage. Une personne qui a été frappée, qui a été malmenée, maltraitée, c'est le potentiel. Elle aura des réactions très, très bloquantes. Très, ouais, très, très bloquantes pour se mettre en sécurité, pour continuer à peu près vivre ouais, tant une part d'eux-mêmes est morte. ouais, ouais. Je lis beaucoup que chez le potentiel, c'est le monde des bisounours. Oui, pour certains. Certains. Euh, oui, pour certains, effectivement, et qui sont pupilles et petits oiseaux, moi, je peux être ça, mais je peux ne pas être ça aussi. Il n'y a pas que ça chez les potentiels. Être hypersensible, ça ne veut pas dire non plus être super gentil. Enfin, vous comprenez, enfin, je pense que tu comprends aussi que le potentiel, il a été déterminé comme bienveillant, etc. Oui, Oui, ok, oui, effectivement. Mm. oui, en fait, il a un regard sur le monde, des perceptions dans les ressentis qui font qu'il est au potentiel parce que les autres n'ont pas, tout Mm. simplement. Mais il s'agit que vous ayez un héritage qui soit particulièrement violent. Et à ce moment-là, vous êtes totalement bloqué. Hein. Vous n'avez pas d'empathie. Vous êtes un gros connard ou une grosse connasse. Oui, s'il y a Dans le comportement, pas, la personne ne l'est pas, mais mm, c'est dans la réaction et les la comportements. réaction. Ouais. Et il faut comprendre une chose, c'est qu'une personne qui est au potentiel, elle est régie par des lois d'équilibre. Ça veut dire que ce qu'elle a à l'intérieur d'elle-même, elle l'évacue autour d'elle. Ça veut Mm, dire que si elle souffre, elle voudra que les autres souffrent avec elle aussi. mm, Et là, il faut pas se faire piéger par une personne qui souffre, elle vous tire vers le bas. Donc attention à ça, parce que mm. les personnes qui souffrent franchement chez le haut potentiel, ils sont dans cette loi d'équilibre qui font qu'automatiquement, c'est ce que la personne va répandre autour d'elle. Ouais. Et à ce moment-là, comme souvent ses amis le sont aussi et sont sensibles, ils vont absorber. Et à ce moment-là,
ben, la sécurité devient extérieure et la personne se déleste sur les autres. Attention, c'est très piégeant. Quand on parle de toxicité, on parle de ça, en fait. Ouais, effectivement. Alors, un haut potentiel est un être humain. Oui, effectivement. Effectivement, oui. Ah oui, bonjour Christine, je suis ravie de t'accueillir. Un HP est un être humain, exactement. Il faut jamais oublier qu'on est tous humains et que même si on a des compétences supplémentaires, Ouais, ben, des fois on est fatigué parce qu'on s'est un peu laissé polluer, parce que on a eu des réactions différentes, parce qu'il fait chaud, parce que machin. Donc être humain, c'est aussi avoir des réactions. Voilà. elle te fait un petit coucou. C'est marqué coucou. Voilà pour ça. Moi, j'aime bien remettre les pendules à l'heure parce que Ouais, bon, je lis beaucoup de choses. Moi, j'interviens assez peu hein, sur les groupes de HP, tout ça, mais c'est compliqué. Les gens, ils pensent que les autres sont comme eux, en fait. Il y a un transfert de personnalité permanent et si on se sent gentil, on pense que tous les potentiels sont gentils. oui, Si on est méchant, on pense que tout le monde est méchant. Parce que c'est régi par les lois d'équilibre et du transfert de personnalité. mm. Donc, il y a de tout partout. Voilà. Il y a des gens très bien, il y a des gens pas bien, il y a des gens qui sont minables en termes de compétences parce qu'ils sont totalement pollués. Il y a des gens qui n'ont pas leur bac, qui n'ont pas leur brevet. Il y a des gens qui ont des métiers qui sont compliqués et d'autres qui n'ont pas de métier, qui n'en trouvent pas toute leur vie, mais des gens qui De tout. réussissent. Il y a de tout Ouais, partout. partout. Et aussi dans le haut Voilà. potentiel. Voilà. Mais bien sûr, là je parlais du haut potentiel surtout. Je... C'est-à-dire être au potentiel, ça ne garantit en rien du succès. Rien du tout. Pas Mm. du tout. Et il y a beaucoup de gens qui disent oui, oui, mais je suis au potentiel. Et alors, ben oui, tu as plus de perception que tu subis, donc peut-être que tu as plus de problèmes. Et oui, c'est ça. C'est pour ça que le haut potentiel, il peut effectivement, comme tu dis, être aussi bien dans la bienveillance, quelqu'un d'hyper gentil, hyper empathique, mais pas automatiquement. C'est pas. Oui, On mais va la voir. bienveillance, c'est bien l'autre qui détermine la bienveillance. Se déterminer soi, être dans la bienveillance, c'est trop facile. Moi, je suis toujours dans la bienveillance. Même si je suis un gros connard, ben, je vais toujours dire que je suis dans la bienveillance. C'est bien effectivement l'extérieur qui détermine ça. Mm. Parce qu'on ne voit pas ces traumatismes. Comme on est en réaction, on n'a pas conscience de ce qu'on fait et qu'il y a un délai, comme on l'a dit tout à l'heure, de compréhension et de conscientisation de ce qu'on fait. Donc, à ce moment-là, on a fait ce qui nous semblait être bien, sauf que des fois, c'est pas bien. Bon, cela dit, des fois, le haut potentiel peut penser être dans la bienveillance et il peut dans les interactions être malveillant. Bah, enfin voilà, oui, sans en être conscient, on peut aller loin en Une fait. personne, alors là, c'est vrai qu'on est en train de parler du côté un petit peu plus sombre du haut potentiel, mais pour beaucoup de hauts potentiels, ils sont dans la dépendance affective parce que tout simplement, ils ont un émotionnel qui est débordant et donc subi. Il va Mm. vouloir chercher à remplir ce trou. Donc, il va utiliser les autres pour remplir ce trou. Ouais. J'ai bien dit utiliser, hein. On est Mm. d'accord. Donc, on a dit tout à l'heure, au début de ce live, que quand on utilise les autres, on crée du dégoût chez l'autre. Donc, automatiquement, c'est de l'utilisation de l'autre. Donc, c'est une sécurité extérieure. Et à ce moment-là, on vient utiliser les compétences des autres pour se remplir soi-même. Mm. On va automatiquement polluer l'autre Mm. et vider l'autre de ce qu'il est. C'est pas joyeux. C'est Non, pas- c'est pas joyeux. Mais et, le monde, il est fait comme ça, en soi. Là, on est en train d'expliquer, de mettre le doigt sur, mais quand on réfléchit en général, hein, pas tout le temps, les relations sont faites effectivement je te bouge ton trou, je te bouge ton trou, s'apporter les uns les autres dans ce qui manque et pas ce qu'on n'a pas. Ouais, ouais. Mm. Effectivement. Et souvent dans les couples, quand on a des trous en soi, c'est-à-dire qu'on a des héritages dysfonctionnants, automatiquement on va chercher pour construire un couple, donc un homme ou une femme, hein, ça dépend qui est qui, euh, on va chercher exactement ce que son parent n'a pas nourri. C'est aussi pour ça que dans le transgénérationnel, on choisit toujours un compagnon ou une compagne qui ressemble à celui qui vous a maltraité dans vos parents. Tout à fait. Pour Et remplir les trous qu'il n'a pas nourri lui. c'est pas toujours le bon choix, d'ailleurs. Ben, il y a le choix de réaction Mm.
Et ensuite, quand on se répare, ensuite, il y a le choix d'action, où là, on vient finalement être mieux réparé et commencer sa vie à être dans l'action, à mieux déterminer ses besoins et réparer ses problématiques passées. Et Tout à c'est fait. pour ça que souvent, c'est vers la quarantaine, et la crise vers 40 ans, etc., c'est souvent les burn-out, etc. C'est-à-dire que ben, vous êtes plein. Vous Ouais. êtes plein de tout, donc ça explose à ce moment-là et c'est à peu près le même rythme pour tout le monde, les êtres humains. Donc du coup, ben, ça explose et à ce moment-là, vous n'avez pas le choix de vous occuper de vous et de déterminer qui vous êtes Voilà. sur le C'est là où il y a le burn-out, le craquage émotionnel et il y a beaucoup de choses qui sont bouleversées dans la vie. Ben oui, Mais exact. ça, à la Et c'est façon, bien. voilà, voilà. Finalement, les gens qui ont fait un burn-out en général, c'est-à-dire qui à un moment donné sont tellement pleins dans leur personnalité de ce qu'ils ne sont pas, donc du coup le cerveau qui lui reçoit les infos pète un câble, pour être clair, n'a plus de compétences, n'a plus de capacité, Ouais. vu que les compétences, c'est tout ce qui est énergétique, tout Mm. ce qui est l'émotionnel, etc. La capacité, c'est lorsque c'est transformé par le cerveau. Quand Ouais. vous n'avez plus de compétences, parce qu'elles sont totalement polluées, donc vous n'avez plus de capacité, vu que le cerveau vient en deuxième instance, donc du coup, tout s'écroule. Ouais. Voilà le burn-out techniquement. Mm. Eh bien, à ce moment-là, les gens, quand ils se réparent d'un burn-out, eh bien, en général, ils le remercient, ce burn-out. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'à ce moment-là, ils n'ont pas eu le choix, vu Mm. que les potentiels, comme ils sont intenses et qu'ils dépassent en général toutes les limites, ben, ils n'ont pas le choix que de s'occuper d'eux. Sinon, ils meurent, hein. Sinon, Ah ils oui, meurent ça, c'est intérieurement. des comportements psychiques. D'ailleurs, on avait dit que le haut potentiel intellectuel vit dans sa vie, quand on avait fait l'année dernière le focus sur le burn-out, plusieurs mini burn-out en fait au cours de sa vie. Exact. Il y a des alertes qui se font, Ouais. qui font que effectivement, comme le potentiel, il est intense et comme effectivement, il ne connaît pas ses limites parce qu'il a une compétence souvent désactivée en lui qui est le marqueur de limite de bien-être et de souffrance. Ouais. Donc, comme il est souvent dans le mode cérébral, donc comme il ressent pas, vu qu'il a des traumatismes et qu'il y a du dégoût, donc il sait pas où il en est, donc il va trop loin. Et donc Mm. à ce moment-là, effectivement, il y a des premières alertes qui lui disent, bah, là, ça va craquer. Mais c'est pas grave parce que lui, il est résilient, donc il met des pansements. Mais des Ouais. pansements sur du béton, ça marche pas. Ou sur du Et à un fer, moment ça donné, marche pas. à un moment donné, oui. Ça tient plus. D'où le Voilà, craquage. ça fait un peu, c'est cool. Ouais. Et oui, c'est vrai que on avait fait un live sur le burn-out et j'aime bien reprendre cette image que le HP, c'est celui qui est comme un building, c'est-à-dire que il est capable, il sait qu'il est résilient, il sait qu'il peut y arriver, il sait Ouais. qu'il dépasse, et il dépasse les limites, il se rend pas toujours compte Et parce qu'il oui, est c'est ça. capable. Mm. Il est capable de le faire, sauf qu'à un moment donné, effectivement, il y a des brèches qui sont en train de se faire dans les vitres, et c'est évidemment d'abord tout ce qui est le plus tendre. L'autre, bien évidemment, ça se répare jusqu'à un moment donné où la personne est finalement que un pansement à lui tout seul et qui s'écroule. Et à ce moment-là, c'est là où nous, on intervient en tant que psy, Bien sûr, en général. bien sûr. Et l'intérêt, nous, notre job, vraiment, à ce moment-là, en tout cas, c'est comme ça que je forme mes élèves. Ouais. C'est que on reconstitue finalement un building, certes, ça solide, mais surtout avec des capteurs antisismiques. Avec des capteurs? Des capteurs antisismiques pour absorber les chocs et mieux les comprendre, pour mieux les Ouais. transformer. D'accord. Voilà. Voilà pour Voilà. voilà. Voilà, on a fait le tour de toutes ces questions. Non, mais voilà, c'était intéressant parce que du coup, on a pu parler sur pas mal de choses et tu as pu transmettre aussi certains éléments. Bah, déjà sur la notion de dégoût, hein, qu'on pourra faire le mois prochain. Si tu pars en vacances au mois d'août ou pas? Tu es disponible Oui, alors je pars début août. Oui. début août? Peut-être qu'on pourra faire le Mais focus. oui, est-ce qu'on peut en parler en privé? Non, je blague. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je blague, D'accord. c'est prêt. Oui, oui, moi, oui, effectivement, à partir du 15 août, je suis disponible. Et vraiment, ça serait chouette qu'on fasse, même, ça serait chouette qu'on fasse un focus par émotion. Un focus sur. Bah, un focus par Ah oui, émotion. bah ouais, d'accord. Sur les émotions dans le dégoût.
voilà, un focus sur le dégoût, un focus sur la peur, un sur la colère, un sur la tristesse, et l'autre sur Ah oui, le d'accord, ok. En dégoût. fait, que par la suite, on commence par le dégoût le mois prochain et qu'après, tous les mois, on fasse sur une émotion spécifique. Bon, ça peut Oui, ça peut être une bonne idée. En tout cas, enfin, moi me concernant, toi, Anne-France, je ne sais pas, mais ah bon, je peux tenir longtemps hein, sur chaque émotion, il n'y a pas de souci. d'accord, ouais, ok. Moi, Il y a ça me des va. il y a Et des explications profondes. du coup, on commencera par le dégoût le mois prochain et non pas le goût, hein, comme. Oui, le dégoût. Le dégoût qui est celui qui justement efface le goût. Ah, mais je crois que c'est la chaleur de l'été qui me fait voilà, me tromper, mais j'ai vite rectifié. Alors là, comme on est en direct, ben, en tout cas, je vous remercie à toutes les personnes présentes ce soir. N'hésitez pas à nous envoyer à tous les deux, au cas où, des messages, si vous avez des questions, des thématiques à venir. Ben, sachez que le mois prochain, ça sera donc sur l'émotion, le dégoût. Et les mois à venir, on fera d'autres émotions aussi. Et si entre-temps, vous avez des thématiques qui vous intéressent, vous nous envoyez un message privé. Avec plaisir, on continuera justement sur ce que vous avez envie. Effectivement, il y a vraiment, ce qui est intéressant, c'est que il y a de la ressource en termes d'information. Et non, mais c'est chouette parce que moi, ça me permet de transmettre tout ce que j'ai pu Bien comprendre et sûr. tout ce que je peux enseigner. Parce qu'il s'agit, enfin, moi, je ne garde pas ma connaissance pour moi, ça n'a absolument aucun intérêt. Je la transmets et c'est très important pour que le genre humain se comprenne, hein, pas franchement, plutôt que créer des mots qui excusent un truc qu'on ne comprend pas. Voilà. Donc le mois prochain, le dégoût. Je suis ravie, vraiment, parce que sur le dégoût, il y a pas d'information sur cette Ouais. émotion qui souvent n'est pas intégrée au système émotionnel, pas beaucoup. Donc il est grand temps de finalement en parler, le démocratiser pour que les gens comprennent pourquoi ils sont dans cet état-là et tout ce que ça produit, même dans les maladies. Ouais. Avec plaisir. En tout cas, bonne soirée à tout le monde. Au revoir sur Bonne ma soirée à tous. et Merci à vous tous aussi. Je vous embrasse tous bien fort. à Anne-France, bientôt. je t'embrasse aussi et à très bientôt. Bonne soirée. Prenez Au soin de revoir. vous. Au revoir.